Bonsoir Wassim Nasr. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des réseaux djihadistes. Vous êtes journaliste à France 24 et auteur de cet ouvrage État islamique, le fait accompli chez Plomb. On revient avec vous sur la traque qui se poursuit à Strasbourg. Le bilan est de 3 morts. 13 blessés, le tueur est toujours en fuite. Une vaste opération de police a eu lieu cet après-midi. Un quartier entier de la ville a été bouclé. Finalement, il y a quelques minutes, les forces de l'ordre ont levé le camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le suspect a été repéré ou pas forcément? Non, pas forcément. Je pense qu'ils ont des infos qui remontent et donc du coup, ils sont obligés de faire des opérations pour lever des doutes, comme on dit. Et on peut aussi imaginer que ce sont des opérations très visuelles. Oui, c'était assez Parce spectaculaire. qu'il y avait beaucoup de caméras quand même. Il y a le ministre de l'Intérieur qui s'est déplacé, c'est pas rien. Donc je pense qu'on peut penser qu'il y a des opérations comme ça qui sont menées d'un côté et d'autres qui sont menées de manière beaucoup plus discrète pour d'autres raisons. C'est Oui, pas comme exclu. détourner, une sorte de détourner l'attention. Voilà, pas que donc lever un doute et en même temps détourner l'attention. Oui, parce que ce que vous dites, c'est du coup peut-être ce qui explique cette pancarte rouge qui est apparue sur les réseaux sociaux et qui effectivement était un peu impressionnante. Voilà, vous assistez visuellement à une intervention des forces de l'ordre. Surtout, ne diffusez rien, photos, vidéos, vous pourriez mettre en péril l'intervention. Donc sur le moment, on se dit, ça y est, l'assaut est imminent. Oui, mais ça, c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire. Ça veut dire à chaque fois, ils disent, c'est ce qui est dit. Ça a été dit surtout après l'assaut contre Koulibaly à l'Hypercacher, où là, on avait vraiment des caméras partout braquées sur les colonnes qui essayaient d'investir les lieux. Et c'était vraiment, vraiment problématique. Il y avait aussi beaucoup de caméras concernant les perquises des frères Kouachi. Et Ouais. pareil, il y avait plus de journalistes que de policiers, et limite. Donc, ça pose effectivement problème. Mais je pense que depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les forces de l'ordre ou les journalistes, on a quand même un peu appris comment gérer ce genre de situation. Et donc, je soupçonne que même quand il y a une opération de grande visibilité, comme ce qu'on a vu cet après-midi, qu'il y a d'autres opérations qui sont en cours de manière beaucoup plus discrète. Discrète. Strasbourg n'est pas loin de la frontière allemande. Est-ce que le suspect pourrait déjà être à l'étranger? Bah, tout à fait. Il peut être à l'étranger ou pas. Ça veut dire, rappelez-vous, le terroriste ou l'assaillant du marché de Noël de Berlin, il a été appréhendé, neutralisé à Milan, en Italie. En Italie, oui. Alors que, par exemple, un contre-exemple, Salah Abdeslam, qui était recherché partout en Europe. Pendant des mois. Pendant des mois. Il y a même qui ont dit, des gens, des spécialistes, etc., qui ont dit il a profité d'un réseau pour aller en Syrie, etc. Finalement, il était dans son quartier à Molenbeek, à Bruxelles. Donc, il n'y a pas de règle. Ça dépend après des points de chute dont il va bénéficier. Justement, est-ce que c'est l'importance, vous dites c'est l'importance des réseaux humains, des complicités. Est-ce que ça veut dire qu'a priori, il est un maillon d'une chaîne, mais il n'est pas seul? Ah ça, on n'en sait rien pas. pour le moment. On n'en sait rien pour le moment parce que c'est pas, l'enquête n'a pas assez avancé. On sait que son frère aussi est recherché. Ses Parents ont été arrêtés. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est classique dans une procédure. Il est très tôt de dire s'il a profité d'un réseau ou pas. Ça peut être le cas, comme ça peut être juste un réseau d'amis ou familial, mais on ne sait vraiment pas encore s'il a vraiment un réseau constitué ou ce qu'on peut appeler une filière donc terroriste ou djihadiste. La dernière personne à l'avoir vu, c'est un chauffeur de taxi. Il a témoigné ce matin en rapportant les mots qu'aurait eu le tueur. Voilà ce qu'il aurait dit. Tu sais ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tué des gens pour nos frères morts en Syrie. Qu'est-ce que nous apprend cette information? Est-ce qu'on doit s'attendre, par exemple, à une revendication de l'État islamique? Peut-être, oui ou non. Pareil, il n'y a pas de règle. Ça veut dire qu'il y a eu 2 cas après une attaque à Istanbul, après une autre attaque à Kaboul, où l'État islamique a revendiqué alors que les assaillants étaient toujours en fuite. Alors que dans d'autres cas, l'État islamique n'a jamais revendiqué. Comme l'attaque qui a eu lieu au Canada, il y avait même la bannière de l'État islamique dans la voiture et ils n'ont jamais revendiqué. Donc ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent faire de cet élément, j'ai envie de dire. Par exemple, Salah Abdeslam, même s'il faisait partie de l'équipe du 13 novembre, il n'a jamais été cité par l'État islamique. Parce qu'il est encore vivant. Donc ça dépend. Ça dépend, on ne sait pas. Ces derniers temps, on a pu croire que la menace terroriste était moins forte, qu'elle s'éloignait de nous. Est-ce que c'était une erreur? C'était une erreur, mais en tout cas, je pense que ça rentre de l'ordre de la perception du grand public, peut-être de quelques commentateurs ou de quelques politiques. Mais les gens qui travaillent sur le sujet, que ce soit du côté des autorités, ou moi, si vous voulez, on sait très bien que la menace est constante. Ça veut dire ce qui a changé par rapport à 2015, c'est 2 choses principales. C'est qu'aujourd'hui, l'État islamique n'est pas en capacité de projeter des commandos, comme celui du 13 novembre, pour des raisons
tactique sur le terrain, c'est qu'il est confiné dans un territoire en Syrie, en ce cas de la Syrie, et dans le désert irakien, il n'a plus de frontière avec la Turquie. La frontière avec la Turquie, il y a un mur tout le long de la frontière, et en plus, il n'y a plus le flot de réfugiés qu'il y avait en 2014-2015, duquel il a profité pour envoyer ses équipes en Europe. Mais ceci n'exclut pas que des équipes se constituent comme celle de Bruxelles qui projetait de s'attaquer à l'Euro 2016 et qui a fini par s'attaquer à l'aéroport à Bruxelles, ou des attaques, des velléités djihadistes donc de personnes qui sont sympathisants d'État islamique sans pour autant avoir des liens directs avec lui, comme des attaques au couteau, comme les attaques qu'on a pu voir en Grande-Bretagne, ou la dernière attaque de Trèves, le meurtre du colonel Beltrame. Voilà, il y a plusieurs cas de figure dans un attentat terroriste. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une équipe constituée, projetée. Les velléités, en tout cas, les djihadistes sont toujours bien présentes aujourd'hui, malgré le recul sur le terrain en Syrie et en Irak. On connaît maintenant mieux le profil de Cherif Chekhat. C'était un jeune homme violent, multirécidiviste, 27 condamnations, je crois, la première à 13 ans. Il était fiché S, donc surveillé depuis plus de 2 ans. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que ce passage à l'acte aurait pu être évité? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si ça aurait pu être évité, mais j'ai envie de dire ça rentre dans un cas de figure assez classique en ce qui concerne les djihadistes occidentaux qui commettent des attentats dans leur pays d'origine ou leur pays d'accueil. C'est toujours un peu le même profil? C'est toujours un peu le même profil pour des raisons pratiques, j'ai envie de dire. C'est que ce sont les anciens délinquants qui savent où acheter des armes, qui savent où acheter des faux papiers, comment rester sous les radars, de un, et qui ont des choses à se faire pardonner. Parce que dans l'idéologie djihadiste, il y a cette notion de pardon et de rédemption qui est bien réelle. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour ça. Donc du moment où ils pensent, du moment où ils prennent ce sentier, donc mourir au nom d'Allah, etc., ils se font pardonner leurs péchés passés. Ils peuvent même intercéder pour 70 personnes dans leur entourage. Et ça, même si pour beaucoup de gens c'est irrationnel, pour eux, ils y croient dur comme fer. En mai dernier, le maire de Strasbourg, Roland Ries, avait demandé à être davantage informé des foyers de radicalisation. Il a rappelé que 10% des fichés S en France vivaient dans l'agglomération de Strasbourg. Est-ce qu'il y a des lacunes du côté de la transmission d'informations, ou est-ce que là, il y a aussi un questionnement autour de Strasbourg? Après, déjà 10%, je ne sais pas ce chiffre d'où il le sort, parce qu'il ne correspond à rien, j'ai envie de dire. Donc, voilà. En gros, ça serait 2000 personnes. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Ça veut dire, si on regarde même les chiffres, on fait des comparatifs, ce n'est pas la région du Bas-Rhin, au Strasbourg, qui a 10% des fichiers S. Mais bon, après... Mais c'est vrai que la région de Strasbourg est connue pour sa filière d'acheminement de djihadistes. Elle est connue parce que maintenant, il y a la lumière qui est sur Strasbourg. Mais avant, on a parlé de Nice. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de Nice, des familles de 11 personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de Lunel et de Trappes. Donc, à chaque fois, on se concentre sur une ville parce qu'elle est dans l'actu, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Mais je pense qu'il faut se concentrer plutôt sur les réseaux, sur les personnes. Qui était la personne moteur? Vous rappelez-vous l'équipe des buts de Chaumont, qui est la plus vieille, une des plus vieilles en tout cas. Donc, ce n'est pas la géographie qui compte, c'est les liens entre personnes. Est-ce que c'est un groupe d'amis? Est-ce que c'est une fratrie qui ont décidé de bouger ensemble pour une raison ou une autre? Donc, c'est ça qui prime, à mon avis, plutôt que sur l'aspect géographique, même si Strasbourg, de par sa géographie, peut être un endroit de choix, entre proche guillemets. De l'Allemagne. Voilà, parce que c'est proche de l'Allemagne, parce que c'est proche de certains réseaux de trafic d'armes entre l'Europe de l'Est et la Belgique, et pour multiples raisons. Très rapidement, une dernière question. Cherif Chekhat a effectué de nombreux séjours en prison. Est-ce que ça a été le lieu de sa radicalisation? Pour beaucoup, en tout cas de djihadistes, la prison est un lieu de radicalisation, si vous voulez, et c'est même considéré comme une étape dans un parcours djihadiste, parce que c'est considéré... Par laquelle on doit passer. Voilà, une période d'aguerrissement, de rencontres aussi, hein, avec des gens du crime organisé, pareil pour les réseaux de trafic d'armes, etc., faux papiers, mais aussi pour rencontrer d'autres djihadistes ou sympathisants djihadistes. Donc il y a beaucoup de gens qui sont rentrés pas djihadistes et sortis djihadistes, d'autres qui sont rentrés avec un tout petit peu de radicalité, si on va dire ça comme ça, et qui sont sortis beaucoup plus aguerris, d'où le casse-tête pour les autorités, et pas qu'en France, dans le monde entier. C'est un vrai problème, parce qu'une fois ils sont mis tous ensemble, c'est en vase clos, donc ça se radicalise encore plus, mais si mis avec les droits communs, il y a un risque aussi que les gens de droit commun se radicalisent. Donc c'est une équation qui n'a pas de solution, pas qu'en France, j'insiste, mais partout. Merci Wassim Nasr. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission qui revient sur la crise des Gilets jaunes à 6 mois des élections européennes. C'est dans un instant.